Bonjour à tous, on se retrouve pour la correction du sujet de brevet de mathématiques de Polynésie du 27 juin 2024. Dans ce sujet, vous aviez 5 exercices à traiter. On commence tout de suite. Alors, les indications de départ, toutes les réponses doivent être justifiées sauf si une indication contraire est donnée. Pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, il laisse tout de même une trace de recherche. Elle sera prise en compte dans la notation. Donc, même si vous n'allez pas au bout, laissez tout ce que vous avez commencé. Premier exercice, on vous disait, cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chaque question, 4 affirmations sont proposées. Une seule affirmation est exacte. Sur la copie, écrire le numéro de la question et l'affirmation choisie. Aucune justification n'est attendue. Alors nous, on va quand même expliquer les réponses, mais vous aviez simplement besoin de dire question 1 et la réponse qui correspondait. Alors on vous disait ABC est un triangle tel que AB égale 20 cm, BC égale 21 cm et AC égale 29 cm. Que peut-on affirmer? Que ABC est un triangle rectanglant A, que ABC est un triangle rectanglant B, que ABC est un triangle rectanglant C ou que ABC n'est pas un triangle rectangle. Donc pour ça, on va tenter de vérifier l'égalité de Pythagore. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la longueur du plus grand côté qui est AC et on va calculer AC au carré. AC au carré, ça nous fait quoi? Ça nous fait 29 au carré. Donc là, vous prenez votre calculatrice rapidement. 29 au carré, ça donne 841. Maintenant, je vais faire la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc, je vais faire quoi? AB au carré plus BC au carré. Ça nous fait 20 au carré plus 21 au carré. Alors, 20 au carré, 400. Plus 21 au carré, ça nous fait 441. Et le total était de 841. Donc on a bien AC au carré égale AB au carré plus BC au carré. Si on avait dû rédiger, on aurait conclu quoi? Que d'après la réciproque du théorème de Pythagore, on a quoi? On a un triangle qui est rectangle, un triangle ABC qui est rectangle. AC, c'est le plus grand côté, donc ce sera l'hypoténuse. Et l'angle droit, il est où? Il est en B. Donc on a un triangle rectangle en B. Donc là, on écrivait sur notre copie, question 1. ABC est un triangle rectangle en B. Donc vous, ça suffisait. Hein. Juste cette partie-là, c'était suffisant. Petit 2, voici la représentation graphique d'une fonction f. Alors on vous donnait 4 propositions pour l'expression algébrique. F de x égale 2x moins 2, f de x égale 2x plus 1, f de x égale x sur 2 moins 2 ou f de x égale x sur 2 plus 1. Si on regarde notre graphique d'un peu plus près, on a quoi? On voit qu'on a une droite. Les droites, ça permet de représenter quel type de fonction? Ça permet de représenter une fonction affine. On sait que l'expression d'une fonction, elle est toujours de la forme x donne ax plus b, avec a le coefficient directeur et b l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, il suffit de regarder quoi? Où est-ce que la droite, elle coupe l'axe des ordonnées pour avoir la valeur de b? On voit que la droite, elle coupe l'axe des ordonnées. En quel point? Au point de coordonnées 0, 1. D'accord? Donc là, si on prend x égale 0, a fois 0 plus b, ça donne b. Donc ça veut dire que le b, il vaut combien? Il vaut 1. C'est notre ordonnée à l'origine. Donc on a déjà x donne a fois x plus 1. Donc maintenant, il faut qu'on trouve notre coefficient directeur. Alors il y a plusieurs manières de le faire. Tu as certainement vu cette année que l'accroissement des abscisses, il est proportionnel à l'accroissement des ordonnées. Lorsqu'on se déplaçait de 1 sur l'axe des abscisses, l'accroissement au niveau des ordonnées, il correspondait à la valeur de A. Donc là, on s'aperçoit que quand on avance de 1 sur l'axe des abscisses, alors il semble qu'on monte de 1, mais on ne voit pas très bien. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je continue. J'avance encore de 1. Et là, je m'aperçois que au niveau des ordonnées, lorsque je me suis déplacé de 2 sur l'axe des abscisses, mon ordonnée augmente de 1. Ça veut dire quoi? Si j'avance simplement de 1 sur l'axe des abscisses,
ben, je suis monté de la moitié, c'est-à-dire la moitié de 1, c'est combien? C'est 1,5 à 0,5 ou 1,5. Donc ça veut dire que A vaut 1,5. D'accord? On a un coefficient directeur qui est positif puisque la droite, elle monte. Parmi les propositions qu'on avait, quelle est la bonne? On a dit que A valait 1,5. Donc on voit qu'on a x sur 2 ici dans les deux cas. 1,5 de x, c'est x sur 2. Et après, on avait dit que B valait plus 1. Donc c'est la quatrième réponse. Question 2, c'est f de x égale x sur 2 plus 1. On poursuit avec la troisième question. On vous disait quoi? Sur la figure ci-contre, le carré numéro 2 et l'image du carré numéro 1 par la symétrie centrale de centre O, la translation qui transforme C en E, l'homothétie de centre O et de rapport 2 ou l'homothétie de centre O et de rapport moins 2. Alors la réponse, elle est très rapide à trouver. Pourquoi? On peut déjà éliminer symétrie centrale et translation, puisque ces deux transformations, elles conservent les longueurs de la figure. Or, on voit bien que la figure 2, les longueurs, elles ont été modifiées. Donc c'est forcément l'homothétie, la bonne réponse. L'homothétie, ça consiste en quoi? Ça consiste en un agrandissement ou une réduction. On voit bien que la figure 2 a des longueurs plus grandes que la figure 1, donc on est dans le cas d'un agrandissement. Donc on va avoir un rapport d'homothétie qui sera soit plus grand que 1, soit plus petit que moins 1. Alors on rappelle, c'est quoi le problème du signe? C'est que si la figure et son image par rapport au centre, elles sont du même côté, ben, le rapport d'homothétie, il correspondra au rapport d'agrandissement. On aura la même chose. Si la figure et son image, elles sont de part et d'autre du centre de l'homothétie, à ce moment-là, on aura un rapport d'homothétie qui sera négatif. D'accord? Ce sera l'opposé du coefficient d'agrandissement ou de réduction. Donc là, est-ce que ça peut être le rapport 2? Non, puisque clairement, elles ne sont pas du même côté du centre, les deux figures. Donc on va prendre quoi? L'homothétie de centre O et de rapport moins 2. Question 3. Il fallait dire l'homothétie de centre O et de rapport moins 2. Question 4. Le cocktail Bora Bora est composé de jus d'ananas, de jus de fruits de la passion et de jus de citron dans le rapport 10 pour 6 pour 2. Pour réaliser 90 centilitres de ce cocktail, il faut prévoir exactement, alors qu'est-ce qu'on nous dit? 6 centilitres de jus de fruits de la passion, 30 centilitres de jus de fruits de la passion, 54 centilitres de jus de fruits de la passion ou 45 centilitres de jus de fruits de la passion. Alors ça veut dire quoi un ratio de 10 pour 6 pour 2? Ben, ça veut dire par exemple, si je mets 10 centilitres de jus d'ananas, je vais mettre 6 centilitres de jus de fruits et 2 centilitres de jus de citron. Vous voyez, j'ai gardé l'ordre qui a été donné ici. Et ça me fait donc un cocktail de combien? 10 plus 6 plus 2. Ça fait 18. Moi, je veux un cocktail de 90 centilitres. Qu'est-ce que c'est 90 centilitres par rapport à 18? C'est 5 fois plus. D'accord? 18 fois 5, ça fait 90. Donc, si je veux un cocktail de 90 centilitres, on est dans une relation de proportionnalité. Quand on travaille avec les ratios, il va me falloir donc 5 fois plus d'ananas, 5 fois plus de jus de fruits et 5 fois plus de jus de citron par rapport à ma recette initiale. Du jus de fruits de la passion, dans mon cocktail de 18 centilitres, j'en avais mis combien? J'en avais mis 6 centilitres. C'était la valeur du milieu. Si j'en prends 5 fois plus que 6 centilitres, ça va faire combien? Ça fait 30 centilitres. Donc là, est-ce qu'on a une réponse qui correspond? Oui, c'était la deuxième. Donc on va dire, question 4, 30 centilitres de jus de fruits de la passion. On finit, on vous disait, un maraîcher accueillit 408 pommes et 168 poires. Il décide de remplir des sacs pour ses clients
comportant chacun le même nombre de pommes et le même nombre de poires en utilisant tous les fruits cueillis. Le plus grand nombre de sacs qu'il peut ainsi remplir est. Alors on cherche quoi? On cherche un diviseur de 408 et de 168, puisque on veut qu'il ne reste plus de pommes ou de poires à la fin. Et on veut que la répartition de ces pommes et de ces poires dans chaque sac, elle soit identique. Donc on cherche un diviseur commun à 408 et à 168. Enfin, on veut que ce nombre de sacs il soit le plus grand possible, donc on cherche le plus grand diviseur commun à 408 et 168. Donc là, vous avez plusieurs possibilités donc, pour résoudre cette question. Soit vous utilisez directement la touche PGCD de votre calculatrice et là, vous voyez, ça vous affiche quoi? Ça vous affiche que le PGCD de 408 et 168, directement le plus grand diviseur commun, ces deux nombres, c'est 24. Ou sinon, vous pouviez simplement tester, est-ce que 408 et 168, ils sont divisés par 48? Est-ce que 408 et 168, ils sont divisés par 24? Etc. Et là, vous trouviez que le plus grand nombre pour lequel ça marchait, c'était 24. D'accord? N'oublie pas de répondre à la question. Question 5. 24,5. On passe maintenant à l'exercice 2. On vous disait, les Jeux Olympiques d'été ont généralement lieu tous les 4 ans. Dans cet exercice, on s'intéresse au coût d'organisation des dernières éditions des JO d'été. On rappelle que le coût est l'ensemble des dépenses entraînées par l'organisation des JO. On précise que le coût prévisionnel désigne les dépenses prévues par les organisateurs avant l'édition des JO et le coût réel désigne les dépenses réelles qui ont été nécessaires pour l'organisation des JO. Et on a un graphique. Le graphique ci-dessous compare ces deux coûts pour les dernières éditions des JO d'été. Alors, on vous rappelle que la crise sanitaire de la Covid-19 a décalé à 2021 les Jeux Olympiques de Tokyo prévus en 2020. C'est pour ça que là, vous n'avez pas tous les 4 ans, vous avez 5 ans entre les deux. Alors, on commence, on regarde les questions qui sont posées. Entre 1992 et 2021, combien d'éditions ont eu un coût réel supérieur ou égal à 10 milliards d'euros? Alors, on s'intéresse au coût réel, donc c'est ici les petits bâtons rayés. Alors, où est-ce qu'on a eu un coût réel supérieur ou égal? Alors, on regarde. Supérieur ou égal ici, Athènes 2004, Pékin, Londres, Rio de Janeiro et Tokyo. Alors, pour répondre à cette question, il nous suffisait de dire que depuis l'édition 2004, soit 5 éditions, puisqu'on demandait le nombre d'éditions, les JO ont un coût réel supérieur ou égal à 10 milliards d'euros. Alors, question 2. Calculer le pourcentage d'augmentation entre le coût prévisionnel et le coût réel lors de l'édition des JO de Rio de Janeiro 2016, arrondi à l'unité. Donc, on va regarder pour Rio de Janeiro. Alors là, deux manières. Donc, si on utilise les outils de quatrième, on va regarder quel est l'écart entre le coût prévisionnel et le coût réel. Il est de combien? 16,5 moins 9, ça fait 7,5 milliards. L'écart entre le coût prévisionnel et le coût réel est de 7,5 milliards d'euros. Maintenant, si on compare, qu'est-ce que ça fait? À quoi ça correspond 7,5 milliards d'euros par rapport aux 9 milliards de départ? 7,5 sur 9, ça fait environ 0,83, d'accord, ce qui est égal à 83%. Donc on conclura que le pourcentage d'augmentation entre le coût prévisionnel et le coût réel en 2016 est d'environ 83%. On pouvait aussi utiliser le fait que lorsqu'on a une augmentation de T% pour passer de la valeur initiale à la valeur finale, on multiplie par combien? Par 1 plus T sur 100. Donc là, par combien on a multiplié si on est passé de 9 à 16,5? On cherche notre 1 plus T sur 100, notre coefficient multiplicateur. Comment on va faire? Je fais 16,5 divisé par 9, ça nous fait environ 1,83. Et 1,83, c'est quoi? C'est 1 plus 83 sur 100. Donc on retrouve bien notre 83%
d'augmentation initiale. Montrer que le coût réel moyen entre 1992 et 2021 est 12,2 milliards d'euros arrondi au dixième de milliard. Alors on va entre 1992 et 2021. Donc on prend toutes nos valeurs et on s'intéresse au coût réel. Alors si je calcule la moyenne, je vais prendre toutes mes valeurs. 9,3 plus 2,3 plus 5,5 plus 10 plus 31 plus 11 plus 16,5 et 12,1. On a combien d'éditions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on divise par 8. Ça correspond à quoi? Ça correspond à 97,7 divisé par 8, soit un résultat d'environ, alors si j'arrondis au dixième, ça me fait bien 12,2. Comme vous le voyez, on obtient 12,2125. On répondra donc que le coût réel moyen entre 1992 et 2021 est bien d'environ 12,2 milliards. On passe à la suite. Alors, des petites questions journalistiques. Un journaliste mentionne que le coût réel moyen des JO sur la période 1992 à 2021 est de 12,2 milliards d'euros. Il poursuit en affirmant: cela signifie que la moitié des éditions entre 1992 et 2021 ont un coût réel supérieur à 12,2 milliards d'euros. Que penser de cette affirmation? Alors, cette histoire de moitié des éditions qui aurait un coût supérieur à 12,2 milliards, donc ça veut dire que l'autre moitié a un coût inférieur à 12,2 milliards. Ça fait penser à la notion de moyenne? Non, ça ne fait pas penser à la notion de moyenne, ça fait penser à la notion de médiane. Donc le journaliste, il a confondu médiane et moyenne. Alors, on continue. Le coût prévisionnel moyen entre 1992 et 2024 est de l'ordre de 5,5 milliards d'euros. Une journaliste cherche à connaître le coût prévisionnel des JO de Paris 2024 pour préparer son intervention télévisée. Calculer le coût prévisionnel des JO de Paris 2024 qu'elle devrait annoncer. Alors, on peut déjà connaître le coût prévisionnel des éditions de 1992 à 2021. Donc, si je reprends le graphique initial, la somme des coûts prévisionnels pour la période de 1992 à 2021 est égale à 3,5 plus 1,8 plus 3 plus 5,3 plus 2,6 plus 4,8 plus 9 plus 13. Ce qui nous donne donc un total de 43. Donc 43 milliards d'euros. Ok. Maintenant, si je veux avoir un coût prévisionnel moyen entre 1992 et 2024 d'environ 5,5 milliards d'euros, ça veut dire que le total des dépenses entre 1992 et 2024 sera de 5,5 fois 9. Ça nous fait combien? Ça nous fait 49,5 milliards d'euros. Donc ça veut dire qu'ici, si je fais la différence, pour avoir un coût moyen de 5,5 milliards d'euros, il faut que le total entre 1992 et 2024 soit de 49,5 milliards. Jusqu'à 2021, je suis à 43 milliards, donc ça veut dire que pour Paris, je dois avoir un coût prévisionnel de combien? La différence, elle va être de 49,5 moins 43, et je trouve que ça fait 6,5. Donc le coût prévisionnel qu'elle devrait annoncer pour les JO 2024 est de 6,5 milliards d'euros. Pour l'exercice 3, vous aviez un exercice de géométrie. Alors on commence. La construction du centre aquatique olympique de Saint-Denis a débuté en 2021.
pour accueillir les épreuves de natation artistique des Jeux Olympiques de Paris 2024. Alissa et Jules visitent le centre aquatique olympique et s'installent dans les gradins. On a schématisé leur position par rapport à la piscine olympique sur la figure ci-dessous qui modélise la situation. Alissa est installée dans les gradins nord au point A, donc Alissa elle est ici, et Jules est assis dans les gradins sud au point J. Donc la figure n'est pas à l'échelle comme souvent. Alors vous avez des indications sur les longueurs qu'on va reporter après au fur et à mesure selon les besoins. Important, les points F, J, D sont alignés et les points F, H, E sont alignés. Et on vous disait aussi les points C, B, D, E sont alignés. Alors cette partie-là, les points F, J, D sont alignés et les points F, H, E sont alignés. C'est une rédaction que vous voyez souvent dans un type d'exercice. On verra que ça aura son importance à un moment donné. Première partie, Jules et Alissa discutent entre eux pour savoir qui est le mieux placé pour assister à l'événement. Calculer la distance entre Alissa et le bord de la piscine, c'est-à-dire calculer la longueur AB. Arrondir le résultat au mètre près. Alors, si je regarde un petit peu plus près, voilà, Alissa elle est ici, je désire connaître la distance AB. On voit qu'ici, ABC est un triangle rectangle. Je connais la longueur AC qui fait 15 mètres. Je connais la longueur BC qui fait 27 mètres. Ça, c'était dans les données. Et je cherche la longueur AB. J'ai un triangle rectangle, je connais 2 longueurs sur 3. Je vais donc utiliser le théorème de Pythagore. Alors, on y va. ABC est un triangle rectangle en C. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a l'hypoténuse au carré. AB au carré est égal à, alors je pars du sommet de l'angle droit, CA au carré plus CB au carré. Je connais CA, je connais CB, donc je remplace. On va trouver AB au carré. Donc AB au carré, pardon. 15 au carré, 15 fois 15, ça nous fait 225. 27 au carré, ça nous donne 729. J'additionne. Donc je fais la somme. 225 plus 729, ça nous fait 954. Pour trouver la longueur AB, quel est le nombre positif qui multiplié par lui-même donne 954? Je fais racine carrée de 954. Racine carrée de 954, ça nous donne quoi? 30,88 et des poussières. On nous demandait une valeur arrondie au mètre près, donc on est plus proche de 31. Donc on va prendre AB est environ égal à 31. Voilà pour la première question. Alors, petit b, vérifier que la distance maintenant entre Jules et le bord de la piscine, c'est-à-dire la longueur JD, est de 24 mètres, arrondi au mètre près. Alors, si on regarde dans cette partie-là de notre schéma, qu'est-ce qu'on a comme information? On connaît FH, on connaît FE, on connaît FJ, et nous, on voudrait trouver la longueur JD. Alors, éventuellement, on pourrait se dire que la longueur JD, on pourrait la déduire si on connaissait FD. Et là, tout devient déjà un petit peu plus clair parce qu'on se souvient de la consigne tout à l'heure, les points F, J et D sont alignés. Les points F, H et E sont alignés. Ça, c'est ce qu'on retrouve quoi quand on a des exercices avec le théorème de Thalès. D'accord? Donc, on a nos deux droites qui sont séquentes en F. Par contre, est-ce qu'on nous a donné l'information que les droites JH et DE étaient parallèles? Non, mais est-ce qu'on peut le déduire? Oui, pourquoi? Parce que si on regarde bien les codages, on a quoi? On a JH et DE
qui sont toutes les deux perpendiculaires à FE. Et deux droites perpendiculaires à une même droite, vous avez vu en sixième que ces deux droites, elles sont toujours parallèles. Donc là, on a toutes les conditions qui sont réunies pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Les deux droites qui sont séquentes, qui portent les points qui forment deux droites qui sont parallèles. Est-ce qu'on a assez de longueur connue? Ben là, on connaît FH, on connaît FE, donc on a un rapport entier. Et là, on a FJ et on pourra en déduire FD. Et une fois qu'on aura FD, ben on pourra trouver JD. Alors, on va rédiger tout ça. Premièrement, les droites DJ et EH sont séquentes en F. Alors attention, deuxièmement, on va devoir prouver que les droites sont parallèles. De plus, les droites GH et DE sont perpendiculaires à FE. Donc, elles sont parallèles. Alors, j'aurais pu citer la propriété. Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, elles sont parallèles. On a nos deux conditions. On va donc dire quoi? Donc, d'après le théorème de Thalès, on y va, FJ sur FD. Je pars bien du sommet commun, regardez. FJ côté du petit triangle sur FD côté du grand triangle. FJ sur FD égale FH sur FE. C'est égal à JH sur DE. Donc, voilà notre égalité. Nous, on connaît FJ, on connaît FH et on connaît FE. Donc, on va remplacer les longueurs connues par leurs valeurs. Soit, alors, FJ c'est 15. FD c'est ce qu'on cherche. On avait ensuite FH. C'était 16. FE c'était 18. Là on n'est pas obligé de les remettre. Ces deux-là ils ne servent à rien. Voilà. Donc nous on va utiliser quoi? On va utiliser cette égalité-là. 15 sur FD égale 7 sur 18. Puisque 15 sur FD égale 7 sur 18, alors FD, d'après la propriété du produit en croix, ça va être égal à quoi? On sait que 7 fois FD, c'est égal à 15 fois 18. Donc FD est égal à 15 fois 18 divisé par 7. OK? Donc, FD est égal, et là vous tapez sur votre calculatrice, 15 fois 18 divisé par 7, c'est environ 39 mètres. Et connaissant FD, on va pouvoir en déduire la longueur JD en faisant quoi? Ben, la longueur de FD moins la longueur de JF, je vous rappelle. Regardez notre schéma. On vient de montrer qu'ici ça fait environ 39 mètres. J'enlève les 15 mètres qui sont ici, ça nous fait bien environ 24 mètres. On a alors JD égale FD moins FJ, ce qui nous fait environ 39 mètres moins 15 mètres. Et donc ça nous fait bien une distance d'environ 24 mètres. On finit avec cette première partie, en déduire lequel des deux amis est le plus proche d'un bord de la piscine. On sait que Jules est à environ 24 mètres du bord de la piscine. On a vu au tout départ que Alissa était à environ 31 mètres, même si c'est des valeurs arrondies, elles sont bien distinctes. Donc qui est le plus proche des deux? C'est bien Jules. Donc Jules est plus proche d'un bord de la piscine qu'Alissa. Alors petit 2, pour respecter les normes de sécurité, l'angle d'inclinaison ABC qui est ici, des gradins nord, ne doit pas dépasser 35 degrés. Les gradins nord respectent-ils cette norme?
Alors, on a montré que AB faisait environ 31 mètres, mais surtout, on avait quoi? On avait que AC mesurait 15 mètres précisément et que BC mesurait 27 mètres. Alors, encore une fois, je rappelle, on est dans un triangle rectangle, on connaît deux longueurs précisément. AB, on n'en a qu'une valeur arrondie, mais on connaît deux longueurs précisément et on cherche la mesure d'un angle. Donc, ça, dans ta tête, ça doit te revenir. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil? On va utiliser la trigonométrie. Donc les formules trigonométriques, maintenant, il faut choisir la bonne. Donc par rapport à cet angle, si je prends dans mes formules, je vous rappelle le K, SO, toi, qu'est-ce que ça représente AC? C'est le côté opposé à l'angle ABC. Qu'est-ce que c'est BC? Ben, AB, on sait que c'est l'hypoténuse ici. Donc BC, c'est le côté adjacent à l'angle. Donc si on regarde dans nos formules, où est-ce qu'interviennent le côté opposé et le côté adjacent? K, SO, toi, c'est dans la tangente. Donc on va pouvoir utiliser la tangente. Donc on va dire quoi? Dans le triangle ABC rectangle en C, on a tangente de l'angle ABC. C'est égal à quoi? Longueur du côté opposé sur longueur du côté adjacent. Donc AC sur BC, ce qui nous donne tangente de l'angle ABC est égal à 15 sur 27. La valeur de la tangente, elle correspond à quoi? Au résultat de 15 divisé par 27. Nous, on va pouvoir retrouver maintenant une valeur, même si c'est une valeur approchée de l'angle, en faisant quoi? En tapant sur la calculatrice, arctangente de 15 divisé par 27. Donc, à l'aide de la calculatrice, on obtient ABC environ égal. Alors si vous regardez ce que ça donne, arctangente de 15 divisé par 27, 29,05 et des poussières, on est proche de quoi? On est proche de 29 degrés. Donc ça nous suffit de voir, est-ce qu'on a dépassé les 35 degrés? Non, on est bien en dessous des 35 degrés. Donc on va pouvoir conclure quoi? Que nos gradins, ils respectent les normes de sécurité. Les gradins nord respectent bien les normes de sécurité. On passe à la dernière partie de cet exercice. Le toit du centre aquatique olympique a une surface de 5000 m². On estime que 4678,4 m² de ce toit est recouvert de panneaux photovoltaïques. Voici les caractéristiques d'un panneau photovoltaïque standard fourni par le constructeur. Donc on voit, on a un rectangle de 1 m sur 1,7 m. D'accord, c'est ce qui est dit là. 1 m de large et 1,7 m de long. Énergie produite environ 350 kW par an. Montrer que la quantité annuelle d'énergie produite par l'ensemble des panneaux photovoltaïques du toit du centre aquatique olympique est de 963 200 kWh. Alors, on estime que 4678,4 m² de ce toit est recouvert de panneaux voltaïques et on peut calculer l'aire d'un seul panneau. D'accord? Donc regardez, qu'est-ce qu'on va faire? L'aire d'un panneau. C'est quoi? 1 mètre fois 1,7 à longueur fois largeur. Celui-là, il était vraiment pas dur. Ça nous fait 1,7 m². Donc, l'aire d'un panneau, c'est 1,7 m². Maintenant, pour savoir combien j'ai de panneaux sur mon toit, je vais prendre quoi? La surface totale des panneaux photovoltaïques divisée par l'aire d'un seul panneau. Et ça nous donne exactement 2752. Donc il y a 2752 panneaux photovoltaïques disposés sur le toit. Alors maintenant, sachant que chacun des panneaux produit 350 kWh d'énergie par an, qu'est-ce qu'on va faire? 2752 fois 350
Et là, si on ne s'est pas trompé, on devrait retomber sur 963 200. On est bon. On conclut simplement en disant la quantité annuelle d'énergie produite par l'ensemble des panneaux photovoltaïques du toit est bien de 963 200 kWh. L'exercice 3 est terminé. Non, l'exercice 3 est toujours pas terminé. Donc on a une dernière question. La température réglementaire de l'eau contenue dans la piscine lors des JO doit être comprise entre 25 et 28 degrés. Pour respecter cette réglementation, on souhaite que l'eau contenue dans la piscine olympique de Saint-Denis soit à une température de 26 degrés. On admet que l'eau contenue dans cette piscine occupe un pavé droit dont les dimensions sont longueur 50 mètres, largeur 25 mètres, profondeur 3 mètres. On suppose qu'avant la première mise en chauffe de la piscine olympique, l'eau est à 18 degrés. On estime qu'il faut environ 9,3 kWh pour chauffer 1 mètre cube d'eau de 18 degrés jusqu'à 26 degrés. Quelle quantité d'énergie en kilowattheure sera nécessaire pour chauffer toute l'eau de la piscine olympique jusqu'à 26 degrés? Alors, on va chercher le volume d'eau dans la piscine, puisqu'on a les dimensions de la piscine, et après, notre nombre de mètres cubes d'eau, on le multipliera par 9,3. Le volume d'eau de la piscine, c'est le volume de la piscine, donc ça va être longueur fois largeur fois hauteur. Donc 50 mètres fois 25 mètres fois 3 mètres. Et ça nous donne 3750 mètres cubes. Maintenant, si je multiplie mes 3750 mètres cubes par 9,3 kWh, puisqu'il faut 9,3 kWh pour chauffer 1 mètre cube d'eau, pour déterminer la quantité d'énergie, on va donc faire les 3750 mètres cubes multipliés par l'énergie nécessaire pour chauffer 1 mètre cube, 9,3 kWh par mètre cube, et ça nous donne 34 875 kWh. On n'oublie pas la petite phrase de conclusion. La quantité d'énergie pour chauffer toute l'eau de la piscine olympique jusqu'à 26 degrés est 34 875 kWh. Alors, l'exercice 4, commencez ainsi. On dispose de 2 boîtes contenant des boules numérotées, indiscernables au toucher, ça veut dire qu'on ne peut pas les reconnaître au toucher. La première boîte contient 3 boules numérotées 2, 3 et 5. Et la deuxième boîte contient 2 boules numérotées 3 et 5, comme ici. On tire au hasard une boule dans la première boîte, puis une boule dans la deuxième boîte. On s'intéresse au produit des nombres inscrits sur ces 2 boules. Par exemple, si on tire la boule numérotée 2 dans la première boîte, puis la boule numérotée 5 dans la deuxième boîte, on obtient comme résultat 2 fois 5. C'est assez facile à comprendre. Complétez sur l'annexe qui était à rendre avec la copie. Donc, vous aviez une feuille à part avec ce petit tableau à double entrée et on vous disait afin de faire apparaître tous les résultats possibles de cette expérience. Donc, regardez, si je tire le 5 dans la première boîte et le 3 de la deuxième, ça va faire quoi? 5 fois 3, 15. Le 5 de la première boîte et le 5 de la deuxième, ça fait 25. Et on complétait ainsi de suite. Donc 2 fois 3, 6. 3 fois 3, 9. Et 3 fois 5, 15. Celui-ci, il était déjà complété. Le 2 fois 5, 10. Qu'on avait vu en exemple. On vous demandait ensuite quelle est la probabilité d'obtenir 15 comme résultat. On voit que on a 2 manières d'obtenir 15. En faisant 5 fois 3 ou 3 fois 5. Donc, soit j'obtiens le 5, puis j'obtiens le 3, soit j'obtiens d'abord 3, puis après j'obtiens 5. Donc on a 2 possibilités d'obtenir 15 sur 6 résultats possibles. Donc on va dire la probabilité d'obtenir 15 comme résultat est 2 sur 6, qu'on peut simplifier en 1 tiers. Voilà. 1 divisé par 3, la division ne se termine pas, donc on ne va pas tenter d'écriture décimale. Ça ne servirait à rien de donner une valeur approchée. L'affirmation suivante est-elle vraie? Affirmation, il y a 2 chances sur 3 d'obtenir un multiple de 3. Alors, si on regarde bien,
Qu'est-ce qu'on a comme multiple de 3 parmi les 6 résultats possibles? 15, c'est un multiple de 3. 6, c'est un multiple de 3. 9, c'est un multiple de 3. 15, c'est un multiple de 3. Par contre, 25 et 10, ce ne sont pas des multiples de 3. Donc, on va justifier. Donc, sur les 6 combinaisons possibles, seul 4 donne un produit qui est un multiple de 3. La probabilité d'obtenir un multiple de 3 est donc de 4 sur 6, qui est égal à 2 sur 3. Donc on va dire quoi? Que l'affirmation est vraie. On finit, on ajoute une troisième boîte contenant 2 boules numérotées avec des nombres entiers. On tire au hasard une boule dans la première boîte, puis une boule dans la deuxième boîte, puis une boule dans la troisième. On multiplie les nombres inscrits sur ces boules et on s'intéresse au produit de ces 3 nombres. Anissa a obtenu comme résultat 165 et Bilal a obtenu 78. Quels sont les nombres inscrits sur les boules de la troisième boîte? Alors, pour avoir 165, c'est un nombre qui est dans la table de 15. C'est 15 fois 11, parce que 15 fois 10, ça fait 150. Et si je rajoute un 15, si je rajoute une fois 15, ça fait 165. Donc, 165, c'est 15 fois 11. 15, on l'avait déjà comme produit des 2 premières boîtes. Donc, ça veut dire que le 11, il vient forcément de la troisième boîte. 78. Comment je pourrais obtenir 78? Alors, si je prends mes résultats que j'avais dans la première boîte, j'avais quoi? J'avais 6, j'avais 9, j'avais 15, j'avais 25 et j'avais 10. Bon, il n'est pas dans la table de 10, il n'est pas dans la table de 15, il n'est pas dans la table de 25. Est-ce que je peux faire 78 avec 6 fois quelque chose ou 9 fois quelque chose? Il n'est pas dans la table de 9 non plus, on le saurait, on connaît notre table de 9, 9 fois 8, 72, 9 fois 9, 81. Donc il me reste la table de 6, et 78, si je cherche dans la table de 6, c'est 6 fois 13. D'accord? Le 6, je l'ai eu en multipliant les nombres des 2 premières boîtes, et si je multiplie par 13, ça me donne bien 78. Donc les nombres inscrits sur les boules de la troisième boîte, ce sont 11 et 13. Voilà pour l'exercice 4 et on va finir avec l'exercice 5. On finit ce brevet de Polynésie avec l'exercice 5 qui était un beau petit mélange de fonctions et de résolution d'équations. Alors on commence tout de suite. Dans cet exercice, les 2 parties sont indépendantes. Alors on considère les fonctions f et g définies par f de x égale x plus 2 au carré moins x et g de x égale 7x plus 4. Partie A, calculer f de moins 4 et après déterminer un antécédent de 3 par la fonction g. Alors, petit 1, calculer f de moins 4. On va calculer l'image de moins 4 par la fonction f, c'est-à-dire qu'on va remplacer x par moins 4 dans notre expression ici. Donc ça fait quoi? Moins 4 plus 2 entre parenthèses au carré, moins, attention, moins x, donc ça va faire moins 4. Alors on commence, moins 4 plus 2, ça fait quoi? Ça fait moins 2, donc moins 2 entre parenthèses au carré. On peut déjà simplifier, moins 4, ça fait quoi? Ça fait plus 4. Attention, moins 2 fois moins 2, ça fait 4, plus 4. Et ça nous fait f de moins 4 égale à 8. Pour répondre à la deuxième question, vous aviez 2 manières de procéder. Pour déterminer l'antécédent de 3 par la fonction g, on rappelle que la fonction g elle est définie par g de x égale 7x plus 4. Alors déterminer l'antécédent, c'est de trouver la valeur de x pour laquelle g de x égale à 3. Donc, si on le fait de façon un petit peu experte, on dit quoi? On cherche x tel que g de x égale 3, c'est-à-dire g de x égale à 3, ça veut dire 7x plus 4 égale 3. Et là, on a une petite équation à résoudre qui n'est pas bien compliquée. Regardez, 7x plus 4 égale 3. Qu'est-ce que je commence par faire? J'ai mis le plus 4 qui est ici. Qu'est-ce que je fais? Je fais moins 4 à gauche et donc je vais faire moins 4 à droite. Donc ça nous fait, si je détaille tout, 3 moins 4
Donc, ça nous fait 7x égale à moins 1. Maintenant, j'ai la valeur de 7x. Moi, je veux la valeur de 1x. Je veux x égale à la fin. Comment je fais? Je divise par 7. Je divise par 7 à gauche. Je divise par 7 à droite. Et ça nous donne x égale à moins 1/7. Et on a terminé. Donc là, on fera la petite phrase de conclusion. L'antécédent de 3 par la fonction g est moins 1/7. Alors, on va vérifier. Regardez bien. Pour ceux qui sont moins à l'aise avec ce genre de rédaction, si vous savez que l'antécédent, c'est le nombre de départ, d'accord? Donc, on veut chercher pour quelle valeur de départ on va obtenir 3 après avoir fait quoi? Multiplier par 7 et ajouter 4. C'est ça que ça veut dire. On a x au départ. Si on obtient 7x plus 4, on a fait quoi? On a multiplié par 7 et on a ajouté 4. Donc, regardez bien. Je multiplie par 7 et j'ajoute 4 et j'obtiens 3. Quel était le nombre au départ? Qu'est-ce que je fais? Je remonte le programme à l'envers. Je fais quoi? J'enlève 4 et après je divise par 7. Ben, vous rédigez vos étapes. Qu'est-ce que j'ai fait? 3 moins 4, ça fait moins 1. Et après on fait moins 1 divisé par 7, qu'on écrira moins 1/7 en écriture fractionnaire, puisque l'écriture décimale, elle est infinie. D'accord? Donc, on conclut de la même façon. On conclut ainsi, l'antécédent de 3 par la fonction g est moins 1/7. Partie B, on va passer maintenant à la recherche de solutions. Alors, regardez bien. 3 élèves, Paul, Jeanne et Morgane, cherchent à résoudre l'équation f de x égale g de x par 3 méthodes différentes. Paul utilise un tableur. Il calcule ainsi les images des entiers compris entre moins 3 et 3 par les fonctions f et g. Donc ça, c'est quelque chose qu'en principe, vous avez déjà tous fait. Quelle formule a-t-il saisi en cellule B3, puis étiré vers la droite pour compléter la ligne 3 du tableau? Attention, on cherche quelle est la formule que l'on a saisie ici en B3 pour la valeur de x qui est en B1. On rappelle que g de x, c'est égal à 7x plus 4. Je commence ma formule par égal. Je vais écrire quoi? 7 fois x, il est où? Il est en B1, comme on l'a dit. Donc 7 fois B1. Attention, le fois, c'est l'étoile. D'accord? Pour les formules de tableur. Hein. Plus 4. Et on avait fini. D'accord? Si on étire cette formule, le B1 qui est ici va se transformer en C1, puis ensuite en D1, etc. Alors, avec cette méthode, quelle solution trouve-t-il à l'équation f de x égale g de x? Alors, si on regarde bien, regardez, on voit que ici, on a f de x égale g de x égale 4. Pour quelle valeur? Pour x égale 0. Est-ce qu'on a d'autres solutions? Non, là, on a 4 et moins 17, 2 et moins 10, 2 et moins 3, 8 et 11, 14 et 18, 22 et 25. Donc, dans tous les autres cas, pour une valeur de x donnée, f de x n'est pas égal à g de x. Donc, on conclut avec cette méthode. Donc voilà, on conclut avec cette méthode, on trouve que f de x égale g de x pour x égale 0. On passe à Jen ou Jeanne, comme vous voulez. Utilise un logiciel de programmation. Le programme qu'elle a créé permet de tester l'égalité f de x égale g de x pour une valeur de x choisie par l'utilisateur. Ce programme se trouve en annexe, donc il était sur une feuille à part. Voilà, vous voyez, là je l'ai remis. Elle décide de tester toutes les valeurs entières entre moins 5 et 3. Donc, compléter sur l'annexe à rendre avec la copie. Donc, c'est celle-là. Là, je l'ai remis à la suite. La ligne 4 du programme de Jen, afin d'obtenir l'image par la fonction g du nombre choisi. Si on regarde bien l'utilisateur, on lui demande de choisir un nombre. Et sa réponse, on calcule l'image de f comme on fait. Réponse plus 2 fois réponse plus 2, moins la réponse, c'est ce qu'on faisait. Hein, x plus 2 fois x plus 2, moins x.
Et pour l'image de G, qu'est-ce que c'était G de X? G de X, c'était 7 fois X plus 4. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Ben, X, c'est le nombre choisi au départ. On doit le multiplier par 7 et on ajoute 4. Et c'était terminé pour cette question. Alors maintenant, on vous disait quelle réponse donne le programme si le nombre choisi est 0. On voit que le programme, si le nombre qu'on a rentré, ben, il nous permet d'avoir f de x égale g de x. Regardez, parce qu'on teste, est-ce que si l'image par f est égale à l'image par g. Donc on vérifie si le nombre rentré par l'utilisateur, il permet d'avoir f de x égale g de x. Si c'est le cas, on dira quoi? Que le nombre choisi est une solution de l'équation f de x égale g de x. Sinon, le nombre choisi n'est pas une solution de l'équation f de x égale g de x. Alors, quelle réponse donne le programme si le nombre choisi est 0? On a vu dans la question précédente que 0, c'était une solution de l'équation f de x égale g de x. On pourrait refaire les calculs, mais comme on l'a déjà vu avant, on peut gagner du temps. On va dire simplement, d'après la question 1b, 0 est une solution de l'équation f de x égale g de x. Donc, qu'est-ce que va nous afficher le programme? Il va nous dire le nombre choisi est une solution de l'équation f de x égale g de x. Alors, en déduire une solution de l'équation f de x égale g de x. De nouveau, en déduire une solution de l'équation, c'est comme à la question 1, on a toujours x égale 0. Comme à la question 1, on a 0 comme solution de l'équation f de x égale g de x. Alors, à la question 3, on s'intéressait à la méthode de Morgan. Morgan décide de résoudre cette équation par le calcul. Démontre que l'équation f de x égale g de x peut se ramener à l'équation x au carré moins 4x égale à 0. Regardez bien, f de x égale g de x. Je rappelle, f de x c'est x plus 2 au carré moins x. Et g de x c'est 7x plus 4. Donc, f de x égale g de x, ça équivaut donc à x plus 2 au carré moins x égale à 7x plus 4. Maintenant, regardons bien. X plus 2 au carré. X plus 2 au carré, ça veut dire quoi? Ça veut dire x plus 2 facteur de x plus 2. Donc, je me prépare à développer ceci à l'aide de la double distributivité. Regardez bien, x fois x, ça donne quoi? X au carré. Plus x fois 2, ça fait plus 2x. On fait encore quoi? Plus 2 fois x, ça fait encore plus 2x. Plus 2 fois 2, ça fait plus 4. On n'oublie pas le moins x qui était là. Et de l'autre côté, j'ai 7x plus 4. Alors, on regroupe x au carré, il est tout seul, on le laisse. 2x plus 2x moins x. 2x plus 2x, 4x, moins x, ça fait plus 3x. Et plus 4. Égal à 7x plus 4. Alors, on n'est pas encore arrivé où on voulait. On voit que dans l'équation qui est donnée là, on s'est débarrassé de tous les termes qu'il y avait dans le membre de droite, jusqu'à 0. Donc, si je décide de me débarrasser du 7x et du plus 4 qu'il y a dans le membre de droite, je vais faire quoi? Je vais faire moins 7x et moins 4 dans le membre de droite. Donc, je vais devoir faire la même chose dans le membre de gauche. Donc, alors, on regarde bien, on n'est pas encore arrivé à l'équation qu'on nous demande. Par contre, je vois qu'ici, j'ai plus 4 de chaque côté. Donc, j'ai le droit d'enlever 4 à gauche et 4 à droite. Regardez, directement. Donc, il va me rester x au carré plus 3x égale à 7x. Ici, dans le membre de droite, dans l'équation attendue, il y a 0. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus rien dans le membre de droite. Autrement, je vais faire disparaître les 7x qu'il y a là en faisant moins 7x. Si je fais moins 7x dans le membre de droite, je fais moins 7x dans le membre de gauche. Donc, on a x au carré plus 3x moins 7x. Et là, je fais 7x moins 7x. Ce qui me donne bien 0. Donc, il me reste quoi? X au carré
Plus 3x moins 7x, ça fait bien moins 4x. Et j'ai bien 0 dans le membre de droite. Donc, j'ai bien montré ce qu'il fallait. D'accord? F de x égale g de x équivaut bien à résoudre l'équation x au carré moins 4x égale à 0. Alors, on poursuit. Ensuite, on vous demandait quoi? Factoriser l'expression x au carré moins 4x. Alors, x au carré moins 4x, comment on pourrait le factoriser? On sait qu'on a deux manières de factoriser une expression, soit à l'aide du facteur commun, soit à l'aide de l'identité remarquable a carré moins b carré. Or, il y a un moins, c'est vrai qu'on a un carré à gauche, hein, x au carré c'est le carré de x. Par contre, 4x, il y a le 4 qui est le carré de 2, mais x, ce n'est pas un carré connu, d'accord? À part le carré de racine carrée de x. Est-ce qu'il n'y a pas plus simple? Si on regarde bien nos deux termes, on voit qu'il y a un facteur commun qui est évident, qui est x. Je peux dire quoi là? J'ai x fois quoi? X fois x. Et là, j'ai x fois 4. Donc mon facteur commun, c'est bien x. Ça va me donner quoi? X facteur de x moins 4. Regardez, si on s'amuse à redévelopper dans sa tête, x fois x, ça donne bien x au carré, moins x fois 4, ça donne bien 4x. Donc là, voilà, si on veut, on rajoute au départ et on entoure. On a notre forme factorisée. Donc on vous disait en déduire les solutions de l'équation f de x égale g de x. On a vu que f de x égale g de x, ça revenait à résulter l'équation x au carré moins 4x égale à 0. Et on vient de voir que x au carré moins 4x, c'était égal à x facteur de x moins 4. Donc de tout ça, on peut en déduire quoi? On peut dire que résoudre l'équation f de x égale à g de x revient à résoudre x facteur de x moins 4 égale à 0. À ça d'après les questions précédentes. Or, on reconnaît quoi? Le membre de droite égal à 0 et un produit dans le membre de gauche. On a une équation produit nul. Et on se souvient de la petite propriété liée aux équations produit nul. Si un produit de facteurs est nul, alors au moins l'un de ces facteurs est nul. Donc ça, on peut l'écrire. Donc on va dire quoi? Soit c'est x qui vaut 0, solution qu'on a déjà trouvée, soit c'est x moins 4. Et x moins 4 égale à 0, bah, l'équation elle est assez simple. Hein. Quelque chose moins 4 égale à 0, c'est 4 moins 4. Après, si vous voulez vraiment suivre les méthodes, bah, comment je me débarrasse du moins 4 en faisant plus 4 de chaque côté. D'accord, donc ça nous fait moins 4 plus 4 égale 0 plus 4. Et ça nous fait x égale à 4. Ah, si vous mettez directement x égale à 4, il n'y a aucun souci. Et là, on va conclure quoi? Les solutions de l'équation. F de x égale g de x sont 0 et 4. On finit cet exercice 5 et ce brevet de Polynésie avec la dernière question. Dire pour chaque élève s'il a résolu l'équation f de x égale g de x. Expliquer pourquoi. Alors, les deux premiers élèves, Paul et Jeanne, eux, ils avaient trouvé qu'une seule solution. Paul, il avait testé que les valeurs entières de moins 3 à 3 dans son tableau. Et Jen, elle avait testé que les valeurs de moins 5 à 3. Donc dans tous les cas, leur intervalle de test, il était trop limité. Paul et Jen n'ont pas résolu entièrement l'équation f de x égale g de x car les nombres testés ne sont pas suffisants. Par contre, Morgane, par le calcul,
Elle a pu déterminer toutes les valeurs de x pour lesquelles on avait f de x égale g de x. Donc, elle a pu retrouver toutes les solutions de l'équation. Donc, c'est vraiment dans ce cas-là la méthode la plus performante parmi les trois. La correction de ce brevet de Polynésie du 27 juin 2024 est maintenant terminée. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, je vous présente mes excuses pour la qualité de l'enregistrement et éventuellement pour les petites erreurs. La correction a été faite en temps très limité pour vous permettre d'avoir un maximum de support pour réviser avant le brevet pour les élèves qui sont en métropole. Et encore une fois, bonnes vacances à tous pour ceux qui ont déjà passé les épreuves et très bonnes futures vacances aux élèves de métropole. Il y a encore des épreuves à passer. Donc, mettez toutes les chances de votre côté pour bien réussir. À bientôt et merci.